Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver pour une semaine qui va être assez courte en termes de durée d'épisode, puisque je vous l'annonce à l'avance, pardon, mais la March Madness commence aujourd'hui, enfin le First Four a commencé ce mardi, mais bon, voilà, la compétition en tant que telle commence vraiment aujourd'hui, donc pendant 2-3 semaines je vais être vraiment occupé là-dessus. Ce qui veut dire que je vais faire certainement des épisodes un peu plus courts pour la partie baseball, notamment l'épisode qui va arriver là maintenant. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo pour vous rappeler que cet épisode, plus tous les anciens épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur YouTube. De même, les Homera, vous me retrouvez donc sur YouTube, sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Et puis, voilà, on peut y aller tranquillement. Allez, c'est parti. Et à l'avance, mes excuses, je pense que certains d'entre vous qui écoutent le podcast de manière assez régulière sont habitués, mais comme j'ai ma fille souvent à côté de moi, il y a des épisodes où elle est un peu plus expressive que d'autres, où on peut l'entendre en arrière-plan. Ça risque d'être le cas aujourd'hui, donc par avance mes excuses, mais je pense que ça ne devrait pas être trop bruyant non plus. Vous voyez toujours à quel point ce podcast est loin des standards professionnels. Mais bon, bref. On va commencer donc cet épisode assez court par un récapitulatif de ce qui s'est passé en SEC. Moi, très clairement, j'étais focus sur la série entre Texas A&M, qui était invaincu à cette entrée de week-end, et Florida, qui était un peu en mode on va dire, je veux dire montagne russe, même si c'est peut-être un peu exagéré. C'est-à-dire que notamment lors des matchs de milieu de semaine, c'est un peu plus difficile pour Florida ces derniers temps. Ils venaient de perdre en fait avant ce match-up du week-end leur match face à Florida State, leur match de rivalité. Et on se retrouvait donc entre deux équipes qui font partie quand même des équipes plutôt favorites en termes national pour pourquoi pas aller Super Regionals, voire aller du côté d'Omaha. Le vendredi donc commençait la série alors qu'il y avait pas mal de questions qui se posaient du côté de Florida, notamment quand on parle de pitching staff. On le sait, la rotation a été mise en place par Kevin O'Sullivan de telle sorte à ce que Caglione reste le starter du dimanche, pour des questions aussi de rythme, que du coup le freshman Ryan Peterson soit le starter de samedi, ce qui nous amenait très clairement vers la question, est-ce qu'il allait réitérer sa confiance à Kyle Fisher qui a un début de saison plutôt compliqué. Euh, c'est un peu l'interrogation de Florida, Kyle Fisher, dans le sens où il est capable vraiment du pire comme du meilleur. J'ai envie de dire que c'est une phrase un peu toute faite, mais c'est vraiment pas forcément le premier choix normalement quand on voit le pitching staff de Florida. Mais Florida est vraiment bien fourni en termes de bullpen, ou en tout cas de joueurs de relève, voire pourquoi pas longue relève, mais pas véritablement en termes de starter. Donc Fisher fait sens, même si il faut se dire qu'avec Fisher, on aura toujours ces performances un peu en dents de scie, des fois géniales et des fois dans le même match d'ailleurs, des fois plus compliquées. Et il faudra surtout que l'offense, qui est quand même réputée assez forte de Florida, puisse tenir le rythme. Et bien du coup ça a été le cas ce vendredi, même si le match va être à l'image de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on va avoir un lanceur partant côté Florida, Kyle Fisher qui va avoir encore beaucoup de mal, surtout en début de match, sur les premières manches. Il va notamment encaisser au final 6 runs, 6 earned runs en plus. Par contre, il va réussir ensuite, après notamment, je pense que c'était la troisième manche, ça a été très compliqué, mais il va quand même réussir à tenir 6 manches. C'est-à-dire que sur les 6 manches, il y a peut-être 2 manches où ça a été vraiment compliqué, et le reste, il a réussi notamment à strike out. Je pense qu'il a égalé son record. Je pense que c'est 10 strike out, quelque chose comme ça. Donc il a apporté ce qu'on espérait pour que l'équipe reste entre guillemets dans le match. Et l'équipe est restée dans le match, pourquoi? Puisqu'elle a quand même une offense qui est très potente, très puissante, donc comme d'habitude les petits problèmes, mon micro s'est arrêté, moi je disais puissante. On peut avoir bien sûr, on peut parler de Jack Caglione qui a d'ailleurs réussi 2 home runs lors de ce match-là. Tyler Shelton qui avait aussi réussi un home run sur ce match-là. Il y a Kate Kurland, il y a Kobe Shelton, je veux dire c'est une attaque très très forte. Et en face, on avait un pitcher, Ryan Prager, qui a surpris tout son monde avec, à l'entrée de cette série SEC, un IRA de 0.00.
Par contre, et il faut le noter, c'est vrai qu'il a été très bon, il a su notamment montrer des gros progrès en termes de commandes. C'est pas quelqu'un qui a ce genre de stuff, c'est-à-dire ce genre de pitch qui est vraiment incroyable en soi. Par exemple, sa balle rapide, elle est à peine à 89, 90 miles par heure, hein. Il peut topper à 91, 92, mais vraiment, c'est pas là-dessus que va se jouer en fait sa force. D'autant plus hein, face à justement un line-up qui est très puissant, très expérimenté aussi avec des college World Series atteints la saison dernière et qui, voilà, pour leur niveau, ne va pas être surpris par des balles rapides comme celle-ci, tout simplement. D'ailleurs, hein, c'est à ne pas s'y tromper, puisque Prager ne va pas tenir plus de deux manches, hein. Je pense qu'il y reste deux manches et le premier batteur de la troisième manche avant de laisser ses coéquipiers prendre la relève. Par contre, au niveau de la relève, ça s'est très bien passé pour Texas A&M jusqu'à très loin dans le match, puisqu'il menait 6-5, et notamment grâce aux grosses performances de Chris Cortez. Chris Cortez a réussi à éliminer 8 batteurs hein, au final sur son outing, hein, 8 strikeouts. Euh, Même si à la toute fin, voilà, ça a été plus difficile parce qu'il commençait certainement à être fatigué en termes de bras. Et il a concédé deux runs hein, qui ont fait passer Florida devant. En tout cas, il a été très bon. Et l'autre chose à noter, c'est bien sûr Texas A&M, l'offense hein, a été aussi très bonne sur ce match-là, puisque on le sait, Texas A&M, j'en avais parlé en preview, c'est une des grosses attaques de la nation. On peut le voir dès qu'on regarde en fait le top 3 du line-up. Hein. Le freshman qui surprend, enfin un des freshmen qui surprend, c'est Gavin Graovac. Avec lui, il y a deux valeurs sûres, hein, JC Laviolette, qui est pour l'instant toujours projeté numéro 1 d'un draft 2025. Et puis Braden Montgomery, le transfuge de Stanford, qui lui est projeté premier tour de la draft 2024. Donc voilà, de la grosse attaque côté Texas A&M, et ils avaient d'ailleurs pris les devants, et ils menaient même 6-5 euh, un peu plus, enfin assez loin dans le match, on va dire. Mais bon. Euh, Florida va donc remporter ce premier match 8-6, et on va se retrouver le samedi avec encore, on va dire, un schéma à peu près similaire, sauf que cette fois-ci, Texas A&M va réussir à tenir la distance et à rester et garder et prendre la main en fait. Ils étaient face à Liam Peterson, hein, le lanceur freshman, qui est donc le deuxième lanceur partant du côté de Florida. Et c'était sa première sortie SEC d'ailleurs, et ça s'est pas très bien passé. Euh, de mémoire, il a pris très rapidement 3 runs. Et en quelques manches, il avait été, il a été sorti tout simplement parce qu'il ne pouvait pas. euh, voilà, il n'était pas compétitif, on va dire. Ça a été très compliqué encore une fois. Euh, Ce qui est marrant par contre, c'est que il commençait un peu à avoir son rythme au moment où on l'a fait sortir, je trouve. Un peu à la Kate Fisher, mais Kate Fisher, on lui a laissé, on lui a gardé sa confiance, enfin la confiance, alors que Liam Peterson, pour le coup, n'a peut-être pas voulu le griller non plus et on l'a fait sortir assez rapidement. Euh, on a eu encore un gros match hein, du trio offensif, notamment de Texas A&M, mais pas que. Par exemple, hein, on a eu la contribution de Jackson Apple. Jackson Apple, sur le week-end, il est à 4 sur 8 en termes d'at-bat et 1 home run. Donc ça a été aussi un contributeur très important. Il y a eu une constante, donc comme je le disais, puisque voilà, côté lanceur partant Texas A&M, encore une fois, ça s'est pas très bien passé non plus. Et par contre, c'est la relève, hein, parce que là, je pense que c'était Evan Aschenbeck, si je détruis pas son nom de famille, qui a relevé et qui a réussi notamment à tenir 4 manches sans prendre le moindre point. Et il avait aussi notamment réussi 6 strikeouts. On s'est donc retrouvé le dimanche pour une belle, avec Aglione qui était bien sûr en joueur d'attraction, puisqu'il était là pour lancer et pour frapper, en mode two-way player. Et c'est assez marrant, puisqu'au final, Florida va gagner 4-2. Ils vont réussir donc à tenir la grosse attaque de Texas A&M à juste 2 runs. Avec pourtant, pour vous dire la vérité, une impression visuelle très bizarre, puisque clairement c'était pas... comment je peux dire ça? Alors, c'était pas la plus grosse sortie que j'ai vue de Caglione, mais en même temps, c'est en train de montrer un peu sa progression et sa prise de maturité. Caglione, c'est quelqu'un qui a quand même, voilà, qui est assez gifted. Bref, je trouve pas le mot renforcé, mais je pense que vous comprenez. Euh, Athlétiquement, physiquement, bien sûr, il y a du travail derrière, attention. Hein. Et c'est quelqu'un qui est capable de montrer ce genre de choses par rapport à son stuff en termes de lancer, par exemple en termes de vélocité au niveau de la balle, ça peut être très 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 rapide, très 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 puissant. Par contre, il avait beau montrer des choses spectaculaires, par exemple la saison dernière, il y avait beaucoup de problèmes de commande, de contrôle.
Et ça a notamment lead à voilà, cette grosse défaite en dernier match voilà, du tournoi national et donc du Championship Game. Euh, Là, cette année, pour le coup, alors ça n'a pas été impressionnant sur ce match encore une fois, mais il a quand même tenu un peu plus de 5 manches. Il a strike out 7, 7 frappeurs, pardon, et il en a, voilà, il a concédé 5 buts sur balle, si on veut, donc ça n'a pas été non plus incroyable. Et il a aussi concédé 4 coups sûrs pour 2 runs. Donc voilà, il a réussi à tenir sur la distance. Il n'y a rien eu d'incroyable, mais en même temps, ce que je voulais dire, voilà, ça montre sa progression dans le sens où il n'a jamais paniqué, il a pris son temps, même s'il a dû se sortir d'inning avec des fois plus de 20 lancés. Il n'a pas paniqué, il n'a pas forcément forcé sur sa balle rapide. Il a montré notamment une slider qui est très 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 intéressante. Donc à voir s'il continue à la travailler. Il y a une change-up aussi qui est en cours de finalisation, on va dire, quand on voit le match. Donc vraiment très intéressant son start, à défaut d'être spectaculaire et aussi incroyable que ce qu'on pouvait voir. Voilà, c'était plus Kelly c'est plus un joueur de highlight entre guillemets la saison dernière, alors que cette année c'est vraiment le joueur qui veut montrer qu'il est complet. Euh, donc voilà pour cette partie-là, mais comme j'ai dit, Florida va quand même gagner la série puisqu'ils vont remporter 4-2. Et notamment, ils vont réussir à avoir des contributeurs assez, comment je peux dire ça, assez surprenants. Par exemple, celui qui va valider cette victoire, c'est le lanceur de relève venu du bullpen, donc Luke McNeely, c'est un freshman. Et avant d'arriver à ce calendrier SEC, il avait quand même un IRA de 17,28. Bon, forcément avec pas beaucoup de lancers, donc c'est facile d'aller dans un sens ou dans l'autre en termes d'IRA quand vous ne lancez pas beaucoup. Mais voilà, ça a montré qu'il était toujours en train de travailler sur lui-même, on va dire. Et là, il a réussi à faire un outing assez court, mais assez bon, puisqu'il a voilà, retiré les 3 derniers batteurs pour pouvoir compléter cette victoire. Donc voilà, Florida s'est rassuré, puisque voilà, ils ne se sont pas entrés avec le meilleur des bilans non plus dans le calendrier SEC. Texas A&M en soi pouvait aussi gagner la série, honnêtement, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, il n'y avait pas une grosse différence entre les deux équipes. Et ils ont surtout montré voilà, des faiblesses dans le pitching, comme on pouvait l'imaginer avant le début de saison, et comme ça devient surprenant en voyant ce début de saison justement. Euh, mais on va dire, voilà, c'était les 2 premières défaites de la saison de Texas A&M, donc il n'y a rien non plus d'alarmant. On va voir ce qu'ils font justement ce week-end, et spoiler alerte, ils ont déjà gagné le premier match face à Mississippi State, puisqu'ils ont commencé le jeudi, donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre. Donc on va voir voilà, comment se termine cette série pour eux et voir comment ils rentrent dans ce deuxième week-end de SEC. Très rapidement, pour finir sur la SEC, bah voilà, c'était un premier week-end et surtout ça a été assez surprenant puisque les équipes qui étaient notamment classées dans le top 25, elles ont eu beaucoup de mal. Par exemple, LSU dans son match de rivalité avec Mississippi State a perdu la série 2-1 du côté de Mississippi State justement. Hail State comme on dit, désolé. Et pareil, on avait un pitching, voilà, une rotation, à part un peu Thatcher Hurd qui est beaucoup plus en mode roller coaster, on avait une rotation voilà, très très forte avant d'entrer dans ce calendrier SEC. Et cette rotation aussi, côté LSU, a eu beaucoup de mal, hein, s'est fait agresser notamment par les Dakota Jordan, Hunter Hines, pour ne citer que du côté de Mississippi State. C'est simple, je pense, de mémoire, que Mississippi State a réussi sur le week-end à engranger, je pense, 33 runs. Alors je vais vérifier en même temps que je parle. Ouais, j'ai mon téléphone à côté de moi, donc je vais vous dire ça. Comme par hasard, je ne le vois pas. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Ils ont réussi, voilà, une orgie offensive, notamment. Il y a eu un match où ça a été run rule, c'est-à-dire qu'ils ont gagné avec plus de 10 runs d'écart. Donc ça a été très compliqué pour LSU. Et ça a montré aussi que voilà, LSU, s'il n'y a pas le pitching staff qui est là cette saison, au niveau offensif, ça sera peut-être pas autant incroyable que la saison dernière. Ils sont toujours bien tenus par Tommy White, hein, Tommy White d'ailleurs qui a eu une transformation physique, hein, qui est beaucoup plus fit. Notamment, on voit bien le travail qu'il a mis en place pour pouvoir être un joueur défensif de qualité et peut-être pas faire une Jacob Berry, entre guillemets. Mais voilà, pour LSU, ça a été très compliqué. Donc Mississippi State est en train de se remontrer. Et on va le voir d'ailleurs dans le top 25 dans quelques secondes. Parmi les autres séries, qu'est-ce que j'avais noté d'intéressant? Parce que Arkansas a balayé Missouri, mais ça c'était prévu.
Auburn s'est fait balayer du côté de Vanderbilt. Je vais pas dire que c'était prévu ou pas prévu, je veux dire que c'est deux équipes qui étaient classées toutes les deux dans le top 25 et clairement Vanderbilt est en train de montrer le contraire de ce qu'on imaginait. En fait, il y a beaucoup d'équipes dans cette SEC qui montrent le contraire de ce qu'on imaginait. Texas A&M, le pitching staff, à part ce week-end, était au-dessus des espérances. LSU un peu pareil et l'offense est en dessous. Pour le coup, Vanderbilt, on imagine une offense très délicate et pourtant c'est le contraire. C'est une grosse offense. Voilà une belle progression de la part de beaucoup de joueurs. Et par contre, le pitching staff est bien plus en dedans que ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'on pouvait très bien imaginer le pitching staff de Vanderbilt comme l'un des meilleurs de la nation. Ole Miss également a fait, j'ai trouvé, une très bonne série face à South Carolina. South Carolina qui a montré pour le coup les problèmes qu'ils ont. Voilà, ils ont continué à montrer les problèmes qu'ils ont, notamment au niveau offensif. S'il n'y a pas Ethan Petrie, s'il n'y a pas Cole Messina, il y a un peu personne entre guillemets derrière eux. Donc il va falloir trouver des solutions. Je voulais dire aussi, voilà, du côté d'Ole Miss, donc très intéressant. Alabama aussi a remporté sa série à domicile face à Tennessee, et pourtant Tennessee avait remporté le premier match. Donc là aussi, voilà, on a eu des choses très sympathiques. Et puis, il y avait un dernier match, voilà, Kentucky qui a aussi balayé un peu Georgia. Et pour le coup, Georgia a été vraiment en difficulté, notamment voilà, ses têtes d'affiche comme Charlie Condon ont été en difficulté. Donc on va voir comment ils rebondissent ce week-end. Et on va pouvoir parler du top 25 dès maintenant, mais une petite transition musicale tout d'abord. Et donc le top 25 a été quand même pas mal chamboulé avec pas mal d'upsets lors de ce week-end, notamment avec les débuts de séries de conférences en SEC, les deuxièmes semaines en ACC, en Big 12. C'est passé beaucoup de choses, on a eu pas mal d'entrants pour le coup, et on a eu aussi, donc forcément en miroir, pas mal de sortants. Donc Arkansas tout d'abord reste en tête, une semaine et un week-end parfait. 4-0. Oregon State a gagné sa série, son opener, je crois que c'était face à Utah. Ça n'a pas été impressionnant, mais ils ont fait le boulot. Donc deuxième. Vanderbilt est troisième avec une semaine parfaite, notamment le sweep en Auburn. Clemson, avec sa série gagnée du côté de Duke. Ce qui est marrant, c'est que la ACC, on a l'impression que c'est une sorte de Game of Thrones. Duke fait tomber de son trône, entre guillemets, Wake Forest. Le week-end d'après, Duke se fait tomber, entre guillemets, c'est pas français, mais bon, se fait avoir par Clemson, et donc Clemson prend le trône, entre guillemets. Clemson qui d'ailleurs se déplace du côté de Florida State, si j'ai pas de bêtises. Ou alors c'est Florida State qui se déplace du côté de Clemson, je crois. Ouais, peut-être c'est plutôt ça. Mais en tout cas, je veux dire, Florida State et Clemson se rencontrent, donc ça va être très intéressant. LSU est cinquième, donc malgré sa défaite en série, a quand même récupéré un match du côté de Mississippi State. Mississippi State est sur un très gros début de saison, donc je pense que ça fait sens qu'il ne soit pas descendu trop bas. Florida est 6ème, on a gagné sa série opener du côté de SEC. Texas A&M qui a perdu justement face à Florida est 7ème. Tennessee est 8ème avec sa défaite du côté d'Alabama. Duke est donc 9ème après une semaine négative, puisque juste après avoir upset entre guillemets Wake Forest, ils ont perdu en midweek et c'était pas joli. Avant donc de perdre encore à domicile cette fois-ci du côté face à Clemson. East Carolina 10ème, 4-0, rien à signaler. Alabama qui a remporté sa série face à Tennessee est 11ème. Florida State pour le coup entre. Florida State en directement en 12ème place avec voilà, un bilan parfait sur le début de saison. Ils sont à 19-0 au moment où j'enregistre. Et c'est la seule équipe invaincue maintenant de la nation. Coastal Carolina qui a eu une très bonne semaine est 13ème. Virginia aussi qui a battu notamment Wake Forest dans cette second week-end de ACC est 14ème. Dallas Baptiste continue à faire son petit bonhomme de chemin est 15ème. Wake Forest pour le coup ça va pas bien puisqu'ils ont perdu donc la série inaugurale ACC face à Duke. Ensuite ils ont perdu en midweek face à Coastal Carolina. Ensuite ils ont perdu 2-1 leur série du côté de UVA, donc face à Virginia. Donc ça devient très compliqué avec un Josh Hartle encore très dans la difficulté. Il n'a pas tenu, je pense, 2 manches. Donc il y a pas mal d'inquiétudes là sur le pitching staff de Wake Forest, eux que l'on présentait comme le meilleur pitching staff de la nation en pré-saison.
Oklahoma, qui a notamment sweepé TCU, est 17ème, et donc c'est une entrée également pour Oklahoma dans ce top 25. TCU justement qui a eu une semaine très compliquée avec ce sweep à domicile face à Oklahoma, est 18ème. Virginia Tech entre aussi dans le classement après encore un très bon week-end, je pense que c'était face à Louisville. Virginia Tech qui fait un très bon début de saison. North Carolina qui a perdu du côté de Georgia Tech si je dis pas de bêtises, et donc 20ème. Mississippi State entre également à la 21ème position après sa victoire notamment face à LSU en série. Campbell est 22ème avec une semaine parfaite. Auburn descend à la 23ème place avec une semaine quasi cauchemardesque, notamment ce sweep du côté de Vanderbilt. UC Irvine n'a pas fait une grosse semaine mais a gagné sa série, son 24ème. UC Santa Barbara a une semaine parfaite, il reste 25ème. Et du coup ça nous fait NC State, South Carolina, Texas et Texas Tech qui quittent les rankings. Texas qui a notamment perdu face à Washington, et Washington était dans la difficulté sur le début de saison. Texas Tech de ce côté continue à avoir des difficultés en Big 12. Voilou. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin pour cet épisode, c'est un épisode très court puisque je réexplique rapidement. Il y a la March Madness qui a commencé depuis cette semaine. Et voilà, je vais être très occupé par la March Madness pendant les 2-3 semaines qui arrivent, donc on va faire des podcasts un peu plus courts sur cette période-là. J'essaierai toujours de vous apporter quand même pas mal d'insights si possible. Et là, je vous dis déjà une série qu'il faut suivre ce week-end, en tout cas en termes de résultats, si vous pouvez au moins la suivre en termes de résultats, c'est la série entre Florida State justement et Clemson. On va pouvoir en apprendre un peu plus sur les ambitions de Florida State cette saison. Eux qui passent du pire, je pense que c'est la pire saison de l'histoire du programme, la saison dernière, première saison de Nick Jarrett. Beaucoup de problèmes de blessures, une mise en place très compliquée, une stratégie aussi où le calendrier était très 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 ardu. Et là, cette saison, j'ai l'impression qu'ils ont fait le sens contraire, des transferts bien sentis pour amener de l'expérience et du talent, une progression de certains joueurs comme Cam Smith, qu'il va falloir continuer à surveiller, euh, une cohésion aussi dans le calendrier, c'est-à-dire un calendrier peut-être plus simple, mais pour mettre en route la machine et bien leur adapter, parce qu'ils ont mis en place des automatismes. Je pense que c'est la meilleure ou la deuxième meilleure équipe en termes de défense par exemple, ils ont mis en place vraiment un fielding assez exceptionnel. Et puis le talent qu'ils ont apporté sur le monticule, comme Cam Leiter par exemple, pour ne citer que lui, fait ses preuves sur ce début de saison. Donc non, vraiment, Florida State nous montre une métamorphose et nous montre ce qui est censé être Florida State, parce que c'est un des programmes les plus euh, importants, impactants du college baseball, même si paradoxalement c'est un programme qui n'a jamais remporté de titre, mais qui a été souvent du côté d'Omaha, qui a eu souvent des saisons régulières exceptionnelles, et qui justement a perdu son coach mythique cette année, Mike Martin, un décédé. Il y a peut-être aussi un effet psychologique vis-à-vis de ça, avec des joueurs et tout un programme qui veut aussi rendre hommage à l'un des coachs les plus victorieux de l'histoire. Donc voilà. Florida State du côté de Clemson, il y a aussi beaucoup d'autres séries, mais on aura le temps de décortiquer quelques séries lors du prochain épisode. Sur ce, je vais essayer d'aller me soigner parce que je suis bien malade. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.